Madame, Monsieur, bonsoir. La légitimité des démocraties représentatives repose sur la définition d'alternatives politiques par les candidats lors des campagnes électorales et leur réalisation par ceux qui remportent les élections. Les représentants reçoivent un mandat des électeurs auquel ils doivent répondre de l'application de leurs engagements. Les programmes électoraux se présentent aux citoyens comme le moyen d'orienter les politiques. Ils suscitent à ce titre des espoirs qui sont à la hauteur des déceptions qui sanctionnent les promesses non tenues. En Côte d'Ivoire, les prochaines élections municipales et régionales auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Ces élections vont se dérouler dans 31 régions et 201 communes. Avant chaque élection a lieu une période de campagne électorale durant laquelle les candidats vont pouvoir présenter leur programme. Mais dans les faits, ces engagements sont-ils respectés ? Peut-on tout promettre aux populations au nom de ces ambitions politiques? C'est le thème du débat de ce soir. Pour en parler, je suis en compagnie de Saint-Claver Oula, journaliste éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Dr Sylvain Guessant, analyste politique, auteur et directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir Fatim. Wakili Alafé, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Mathieu Bledson, journaliste à Fraternité Matin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Fatim. Chers téléspectateurs, vous êtes aussi conviés à prendre part à cet échange interactif grâce au code QR qui s'affiche en bas d'écran. Je précise aussi que par souci de responsabilité et d'équité, aucun parti politique, aucune personnalité politique ni aucune localité ne sera expressément identifié dans le cadre de ces débats. Merci donc à chacun de respecter ces consignes. Messieurs, on va commencer par une définition, si possible simple. Qu'est-ce qu'on entend par collectivité territoriale, Monsieur Bledson? Oui, les collectivités territoriales, pour faire plus simple, ce sont les engagements de l'État que l'État permet aux populations de s'organiser afin de régler un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on regarde dans une ville, l'État s'est centralisé, on estime qu'un ministre aura du mal à savoir où placer une école primaire, où placer un collège, où placer un lycée. Alors on demande aux gens de constituer des listes et en fin de compte, une équipe locale est élue. Cette équipe, pour une commune, va avoir un certain nombre d'attributions, un certain nombre d'engagements, et puis pour les régions également. En fait, c'est la personnalité morale qu'on endosse à côté de celle de l'État que chacun connaît. Oui, pour faire plus simple, à la suite de mon aîné, c'est une collectivité territoriale, c'est une circonscription administrative. Cette circonscription est dotée de personnalité morale, c'est-à-dire c'est une partie du territoire étatique qui est bien définie, qui est identifiée et à laquelle l'État alloue, comme il a dit tout à l'heure, un budget pour pouvoir gérer son territoire qui est bien défini. Mais on appelle généralement, que ce soit la mairie, enfin, surtout la commune, on appelle vraiment généralement l'entité de proximité. Est-ce que ça porte bien son nom? Elle devrait porter bien son nom, cette entité administrative, mais elle le porte peut-être de moins en moins lorsqu'elle est vaste. De sorte que le souci de proximité n'est pas satisfait. On a de plus en plus on ne peut pas citer, mais si c'est neutre, on a de plus en plus de communes larges avec des millions d'habitants. Et donc, on se demande si les maires sont de plus en plus des élus de proximité. Vous voulez réagir? Oui, naturellement. Quand la commune est large, les besoins sont nombreux, évidemment, les électeurs sont nombreux. Ce n'est pas évident que l'élu local puisse connaître les besoins de sa population. Or, par définition, autorité de proximité voudrait que ce soit un monsieur élu qui est proche de ses électeurs, qui connaît leurs besoins, leurs aspirations, et donc qui est censé apporter des éléments de réponse en fonction des moyens mis à sa disposition. Alors justement, quelles sont les particularités finalement de l'élection municipale et de l'élection régionale dont on va parler tout au long de cette émission? La particularité, je pense que c'est le découpage des territoires, découpage territorial. La commune, on pense que c'est lié à la ville, à l'urbanisation. Il y a un découpage et la région prend en compte les villages et les sous-préfectures et va au-delà des villes.
Donc, voici la différence. On a le maire et puis on a la région, le président du conseil régional, que d'aucuns peut-être considèrent comme un super maire. Voilà. Mais en général, les entités sont plus ou moins autonomes. Chacune a ses prérogatives. Je pense qu'on aura l'occasion. On va les détailler, mais déjà, l'élection elle-même, elle a ses particularités. C'est des élections par liste, ce n'est pas des élections classiques. On dit direct, mais en même temps, on va voir qu'après, il faut une délibération pour élire le maire, le premier magistrat et autres. Quelles sont ces spécificités? Au départ, c'est une liste. Une liste, tous ceux qui figurent sur cette liste remplissent exactement les mêmes conditions, sont élus dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que vous voyez une commune, tout le monde est élu municipal. Maintenant, les conseils, parce que c'est des conseils, vont se réunir et désigner, élire la municipalité ou le bureau du conseil. Donc, premier agent au maire, premier agent au maire, deuxième et troisième, selon l'étendue de la... Mais est-ce que le maire est systématiquement la tête de liste? On a l'impression que ce n'est pas écrit, mais on a l'impression que c'est quand même ce qui se dégage. Ouais, allez-y, oui, l'un et l'autre. De facto, parce que tout part d'un homme, de la volonté d'un homme qui veut dire « je veux être maire ». C'est cet homme-là qui compose sa liste. Donc, il met sur la liste des gens qu'il connaît. C'est cet homme-là qui finance la campagne. C'est cet homme-là qui met son nom devant. Donc, généralement, c'est toute une liste. Il peut y avoir 40, 50 personnes, mais on dira telle personne est candidat à la mairie 2 ou au conseil régional 2. On ne cite même pas ceux qui sont derrière. Pourquoi de façon générale, mais je dis bien de façon générale, je laisserai le soin aux autres de venir dans les cas spécifiques. Donc, de façon générale, le monsieur qui a composé sa liste, qui a donné son argent, bon, c'est tout à fait logique qu'il prenne la tête. Mais bon, je laisse le soin à la fille. Oui, de façon générale, et d'ailleurs, la loi, même avec la proportionnelle qui a été introduite, la loi donne la latitude à la liste qui a été majoritaire d'avoir au moins la majorité, et puis faire une majorité, et puis bon, ça dépend. Dans les cas où une majorité qui n'est plus conforme à la vision de la tête des listes, les données peuvent changer. Je crois qu'au niveau des régions, il n'y a pas de débat. Hein. Pour les régions, c'est précisé. Il n'y a pas de débat. C'est après que pour le premier vice-président et les autres, qu'on peut négocier. Mais au niveau de la mairie, généralement, mais pas obligatoirement. Lui, il a dit généralement, mais ce n'est pas obligatoire. Oui, parce qu'il y a eu des cas, voilà, même ici, en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a eu des cas ici en Côte d'Ivoire où les têtes de liste ont été écartées lorsqu'ils se sont retrouvés en interne pour essayer de lire le maire. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est que généralement, la personne qui est tête de liste, c'est elle qui a les moyens. Et puis, bon, c'est elle qui se positionne comme cette personnalité-là qui est populaire dans sa zone. Donc, généralement, quand on doit constituer une liste pour aller aux élections, c'est cette personnalité-là qu'on met devant. Mais il y a eu des zones, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des zones où quand le maire a été élu et que les conseillers se sont retrouvés en interne, le maire il a été battu ou bien il s'est mis à l'écart parce qu'il occupe d'autres fonctions. Voilà. Alors on va, dans cette première partie, hein, parce que ça fait partie aussi des promesses, on va essayer de clarifier les domaines de compétences de chacun pour justement savoir s'ils sont hors domaine de compétences dans les promesses qu'ils font aux populations. Petite piqûre de rappel, justement, avec Ahmed Traoré. Le maire a la responsabilité de penser les politiques sociales, familiales, économiques et sécuritaires de la commune. Il est à la fois l'agent exécutif de la commune, le représentant de la population et de l'État. Le maire et les adjoints, dont le nombre ne peut dépasser 30% de l'effectif du conseil municipal, sont élus au scrutin uninominal par le conseil municipal pour 5 ans. En qualité de pouvoir exécutif, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal. La commune a des compétences de gestion au niveau de son territoire, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'aménagement, en matière de promotion du développement. Si le maire est dans l'indisponibilité, on réorganise des élections au niveau interne pour pouvoir désigner un maire. Quant au président du conseil régional, il est élu à la majorité absolue des membres du conseil pour une durée de 5 ans également.
Les conseils régionaux ont pour objectif d'accompagner par la formation le développement économique et social de la région. Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin des listes proportionnelles et majoritaires à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel. Ce procédé permet à la population locale elle-même de choisir ses dirigeants. Nul ne peut être élu président s'il n'a préalablement à chaque tour du scrutin remis aux membres du conseil régional par l'intermédiaire du doyen d'âge une déclaration écrite. La région a les mêmes compétences, sauf qu'elle les exerce beaucoup plus dans les zones non communalisées, c'est-à-dire les zones qu'on appelle les zones sous-préfectorales. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, en termes de population, il est évident que la région a beaucoup plus de façon spatiale, beaucoup plus d'entités que la commune. Si le conseil ne fonctionne pas correctement, puisque le conseil c'est l'organe délibérant, ne fonctionne pas correctement, l'autorité de tutelle locale, le préfet, saisit le ministre de l'Intérieur qui, après communication, peut dissoudre ce conseil et mettre en place une délégation spéciale. Le maire bénéficie d'une double casquette. Il agit au nom de la commune en tant que collectivité territoriale et au nom de l'État dans certaines fonctions administratives et judiciaires. Toutefois, sa fonction est limitée par rapport au conseil régional qui a un pouvoir plus étendu sur toute la région. Alors justement, on va préciser le domaine de compétences et les différences entre le maire et le président du conseil régional. En ce qui concerne la santé, quel est le domaine de compétences de la mairie et celui du conseil régional? Qui peut répondre à cette question? Bon, en ce qui concerne la santé, il faut dire que dans la commune, c'est le maire, lui, il s'occupe des centres de santé, des centres de santé, des maternités et autres. En fait, tout ce qui n'a pas, ce qui n'exige pas d'investissement lourd, en fait, qui ne revient pas au conseil régional. Donc lui, en fait, lui, il s'occupe pour revenir sur véritablement sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut dire que ce soit le maire, que ce soit le conseil régional, en fait, eux tous travaillent sur la planification, sur l'urbanisme et autres. Seulement que, comme il a précisé tout à l'heure, le directeur général de la décentralisation, c'est que le conseil régional prend en compte les zones qui ne se trouvent pas dans le domaine de compétences du maire. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut on revient à l'idée de proximité. Donc c'est quoi? Tout ce qui est dispensaire, le centre de santé du quartier, ça c'est du domaine de compétences du maire, si on comprend bien. Oui, si on comprend bien. Si la mairie a les moyens, elle fait des projets, elle construit, elle développe. Mais en réalité, dans nos pays, on voit bien que c'est l'État central, c'est le gouvernement qui fait ces infrastructures. Même dans les zones les plus éloignées, finalement, c'est l'État. Donc la mairie, ces ressources-là, elle fait des plans, des projets, et c'est encore l'État qui va donner de l'argent et éventuellement la mairie peut aider à équiper des centres de premiers soins, des centres de toute petite catégorie, en appui de ce que l'État a fait, En fait, vous anticipez ma prochaine question. Moi, je voulais qu'on aille point par point dans les domaines de compétences, parce qu'après, je vais vous demander justement comment on fait le distinguo entre une initiative étatique et une initiative, on va dire, locale. Donc, restons d'abord dans ça. On a fait le domaine de santé, vous nous dites que tout ce qui est grand investissement, CHR et autres, c'est l'État, mais la proximité, c'est la commune. L'éducation, qui s'occupe de quoi? Moi, je suis dans une localité, qui s'occupe de l'école de mes enfants selon l'âge qu'ils ont? Bon, les écoles primaires et maternelles, ça, en principe, ce sont les mairies et les conseils régionaux géreront les collèges et les lycées. Mais je le dis en principe parce que ça va dépendre des moyens que ces collectivités-là ont. Sinon, pour ce qui est le primaire, c'est vraiment ça. Il y a aussi un autre aspect dans l'éducation que les gens font, c'est offrir des tables-bancs. Là, les conseils régionaux, par exemple, peuvent descendre jusqu'à dans une école primaire et offrir des tables-bancs.
C'est-à-dire, on veut bien ça, dire que les maires peuvent avoir des compétences et prérogatives, mais en réalité, une école primaire, les instituteurs, les enseignants, en dehors du privé, c'est l'État qui fournit le personnel. Souvent, les populations construisent, la mairie construit, mais après, l'État est toujours présent. C'est un État unitaire et central qui fait les programmes. La rentrée est fixée au niveau national. Donc, les maires accompagnent. C'est vrai qu'on a su davantage le rôle des maires lorsqu'il y a eu un débat sur les frais de gestion, mais après, on voit que l'État prend toujours en charge les choses et que c'est toujours des ressources de l'État qui sont reversées aux mairies. Donc, finalement, il faudra repenser, revoir la décentralisation ou du moins ces compétences-là. Est-ce qu'elles sont exercées avec des moyens en dehors des ressources de l'État? Voilà la question. Bon, allons-y franchement, puisqu'il m'amène vers cette question de moyens. Effectivement, selon l'article 1 de la loi qui s'intéresse au transfert et répartition des compétences de l'État et aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales concourent avec l'État. C'est bien inscrit que les collectivités territoriales concourent avec l'État au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Bon, comment on distingue une réforme étatique d'une initiative locale? Bon, généralement, pour revenir un peu sur ce que disaient mes collègues tout à l'heure, quand c'est au niveau des compétences du maire, donc selon la délimitation, tout ce qui est centre de santé, école primaire, etc., mais quand c'est au-delà des compétences du maire dans la sous-préfecture, le conseil régional peut intervenir sur les mêmes projets, des écoles, des maternités et autres, parce que ce domaine n'est pas de la compétence du maire. Et non, pour ne pas que les populations hors de la commune, dans les sous-préfectures, soient abandonnées à elles-mêmes, le conseil régional peut initier des projets de construction d'écoles primaires, de centres de santé, de maternités dans ces localités. Maintenant, pour revenir à votre question, les autorités de proximité ont un rôle majeur, c'est la planification. C'est vrai que l'État intervient, mais un ministre président d'Abidjan, comme on ne doit pas citer, planifier les besoins de la population dans une telle localité. C'est vrai qu'à l'INS, donc on peut voir l'évolution des populations, mais cela est dévolu au maire et au président du conseil régional. Attention, il y a 20 villages ici où il n'y a pas de maternité. Il y a 15 villages ici où il n'y a pas d'école primaire. Les enfants sont obligés de marcher sur 4 km, sur 5 km. Quand c'est dans le domaine du maire, il fait sa planification. On a besoin de 3 écoles dans la région parce qu'il y a eu dans la démographie, la croissance démographique, il y a des enfants qui marchent sur 4 km, il n'y a pas de cantine. Donc il fait son plaidoyer. Et il fait son plaidoyer vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'État. Le président du conseil régional également fait la même chose. S'il est moins mis à sa disposition, les lignes budgétaires qui concernent ses activités de construction d'écoles, le centre de santé ne suffisent pas, il fait son plaidoyer, mais il montre qu'il y a besoin à la matière. Oui, mais prenons l'exemple de l'énergie. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le chef de l'État, a dit depuis un moment que l'objectif, c'était d'électrifier tout le pays, l'étendue du territoire, ainsi que de donner de l'eau à tous les habitants. Bon, maintenant, il y a des élections locales. À quel moment on sait que ça vient de la volonté du chef de l'État ou de celle du premier magistrat? L'électrification des villages, ça, c'est l'État. Les collectivités locales n'ont pas d'argent pour électrifier. On va parler des campagnes. On n'a pas entendu des gens dire vous allez avoir l'électricité grâce à moi? Bon, ça c'est un homme politique. Moi, je fais la différence entre les élus et les politiques. C'est-à-dire le politique, il veut être élu. Donc là, franchement, il est en pleine séduction, il se laisse aller, il a des discours. Mais quand il est élu, à partir de ce moment-là, c'est une affaire de budget. Donc il y a les moyens que l'État met à sa disposition. On pourrait revenir là-dessus parce que les communes aussi, dans l'esprit de l'État, c'est de faire en sorte que ces communes-là puissent engranger des ressources. L'État a besoin de taxes. En faisant des élus de proximité, dans l'esprit de l'État, c'est de faire en sorte que les recettes étatiques qui émanent de cette ville-là, impôts et autres, soient beaucoup plus énormes. Bon, généralement, comme on sait des élus, on met à la tête et que le gars a besoin de la population. Au niveau des taxes, on est moins regardé, on finit par des budgets étriqués et que l'État doit toujours gonfler. Voilà. Non, justement, ça pose la question peut-être du leadership du maire, du leadership du candidat. Ceux qui font les promesses, c'est vrai, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais il se trouve, comme on le dit, que ce soit la mairie ou la région, les moyens peuvent être limités et l'État a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a un leadership personnel qui peut entrer en jeu, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, il y a des leaders communaux, des leaders régionaux
qui peuvent avoir des relations à l'international parce que c'est permis, pour avoir des lits d'hôpitaux, pour avoir du matériel scolaire, pour avoir un certain nombre d'avantages au niveau de la coopération internationale, mais aussi qui ont une capacité peut-être de persuasion et de proximité avec des décideurs, avec la possibilité peut-être de faire comprendre que développer l'électrification dans sa commune par rapport à un programme qui a été fait qui disait que sa commune sera en 2030, lui, il va démontrer que c'est dans l'intérêt de l'État et de l'ensemble de la région de la commune de le faire en 2025. Il y a cette capacité, ces engagements que des leaders peuvent prendre maintenant. S'ils s'engagent, est-ce que tous réalisent cela? Là, c'est la question. On va y venir. Je vais vous poser les premières questions de téléspectateurs avant de s'intéresser aux promesses de campagne en détail. Il y a AKB en Côte d'Ivoire qui nous demande, est-ce qu'une mairie peut-elle construire un lycée? Non, ce n'est pas du ressort. Non. Ce n'est pas de son ressort. Dempsey qui demande, toujours en Côte d'Ivoire, quel est le nombre de populations requis pour donner une mairie à une localité? Est-ce qu'on le sait? On le sait, les mairies peuvent construire. Ça ne dépend pas des localités. Au niveau, on ne doit pas citer des villes. Bon, je ne sais pas, quand on parle de lycée municipal dans une ville, oui. Qui construit le lycée qui devient municipal et qui n'est pas moderne? C'est une réalisation de la mairie. Oui, le lycée municipal. Sur les initiatives personnelles du conseil municipal, il peut y avoir la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Ça, c'est pas proscrit. Oui. Là, ce sont des initiatives des conseils municipaux. Mais en ce qui concerne ce qui est légalement de leur ressort, les lycées et autres infrastructures lourdes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du ressort du conseil régional. Et pour parler à la suite du DG Alafé tout à l'heure, effectivement, quand il parle du charisme des personnalités qui sont tête de liste, effectivement, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans des communes et dans des régions, au bout de 5 ans de mandat, ces zones-là sont toujours à leur état initial. Il n'y a pas d'évolution. C'est pourquoi les populations doivent être très averties. Quand des candidats viennent vers elles doivent faire vraiment la part des choses entre celui qui peut vraiment leur apporter le développement, celui qui a la possibilité d'aller capter des partenaires et des fonds ailleurs, comme on le constate aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnalités qui ont réussi à faire venir des partenaires dans leur ville, à construire des lycées, à construire des hôpitaux, à faire venir des lits et autres. Et effectivement, ils sont là, mais il y en a qui attendent que l'État leur envoie un budget avant de travailler. Au niveau des conseils régionaux, c'est une institution autonome où le président du conseil régional, il peut aller chercher des fonds, aller chercher des partenaires. Il peut ne pas compter uniquement sur les ressources que l'État doit lui envoyer. Voilà, c'est pourquoi vraiment les populations doivent regarder qui vient vers elles. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas d'excuse de moyens, il n'y a pas d'excuse... Non, il n'y a pas d'excuse de moyens en principe. Par exemple, en ce qui concerne le conseil régional, il n'y a pas d'excuse de moyens. Vous voyez, soit vous qu'on met à la tête de ce conseil-là, vous êtes capable d'envoyer le développement. Et donc, pour ceux qu'on a élus en 2018, nous sommes aujourd'hui en 2023, septembre 2023, on doit vraiment voir ces promesses de campagne de 2018. Est-ce qu'il a pu réaliser ne serait-ce que la moitié de ces promesses? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas réalisé ces promesses de campagne? Quel a été le problème? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas citer, j'entendais un moment un président du conseil régional, pour se justifier, disait qu'il y a eu 2 ans de Covid, et donc c'est pourquoi il n'a pas pu travailler. Mais par contre, pendant les 2 ans de Covid, il percevait le budget. Donc ça ne peut vraiment pas être une excuse. Le budget de fonctionnement a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc ça ne peut pas être une excuse. Ouais. Allez-y, après je vais poser la dernière question. Par rapport aux lycées municipaux,
Il faut quand même, peut-être qu'on n'a pas fait de précision, mais il y a 2 types quand même de communes. Hein. Il y a les communes d'Abidjan, on dit de ne pas citer, donc prenons le Grand Abidjan, on se comprend, où certaines communes cherchent des problèmes à régler. Absolument. Elles ont l'argent, et elles fouillent tout autour, mais pratiquement c'est compliqué pour elles pour trouver un problème à régler. Il y a ces communes-là. Et puis il y a les communes vraiment de l'intérieur qui ont beaucoup de problèmes et qui cherchent l'argent. Donc, voilà. Certaines communes d'Abidjan peuvent se permettre de conduire un lycée. Il n'y a vraiment pas de problème. Ils ont beaucoup de... Parce que l'argent des mairies, ce sont les recettes que nous payons. Voilà. Notamment l'impôt foncier. Et à Abidjan, on paye l'impôt. À l'intérieur, ce n'est pas très évident. Il y a même des quartiers qui sont exonérés. Tu ne peux même pas faire d'encaissement là-bas. Donc, il faut quand même... Je veux dire qu'elles ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. On ne peut pas faire... Comparaison n'est pas raison, selon qu'on soit à l'intérieur du pays ou qu'on soit dans... actuellement, voilà. C'est possible. Ouais. Question. Amalaman, Marcel nous dit « Bonsoir à tous et à toutes. Ma question est de savoir, pour un candidat, par exemple, indépendant qui est élu maire, est-ce qu'il bénéficie normalement des moyens de l'État pour fonctionner dans sa commune ?» Oui, il doit normalement bénéficier de moyens. Il n'y a pas d'étiquette politique. Il n'y a pas d'étiquette politique. Pour bénéficier des moyens étatiques. Normalement. C'est indépendant ou de l'opposition. De l'opposition, peu importe. Voilà. Il y a un budget qui a voté et puis il travaille avec le budget. Voilà. Alors, on va poursuivre avec justement les règles de campagne et le financement de ces campagnes électorales. D'abord, les règles de campagne, quelles sont les règles applicables lors de la campagne électorale? Élément de réponse avec Ahmed Traoré. Les élections locales en Côte d'Ivoire auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Les conseillers municipaux et régionaux sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Selon un système alliance scrutin proportionnel plurinominal avec prime majoritaire via les listes fermées, sans vote préférentiel ni panachage. Ces élections vont se dérouler dans 31 régions et 200 communes. Et pour la bonne tenue de ces élections, une période de campagne électorale est organisée. Celle-ci est encadrée par des dispositions législatives et réglementaires de la CEI, Commission électorale indépendante. Les candidats pourront battre campagne. Et pour ce faire, la Commission électorale indépendante, relativement à la loi, leur donne 300 affiches par candidat et près de 1000 bulletins, de spécimens de bulletins de vote par candidat pour leur permettre d'aller battre campagne dans leur circonscription électorale. Ils pourront donc, au cours de cette période-là, apposer les affiches dans des endroits réservés. On ne met pas les affiches n'importe où et n'importe comment. Il y a des endroits qui sont indiqués, réservés dans les espaces publics pour mettre les affiches. Mais ensuite, prendre les bulletins de vote, notamment les spécimens qu'on va mettre à leur disposition, pour apprendre à voter aux électeurs, pour indiquer leur rang sur le bulletin unique, afin que le jour du scrutin, les électeurs puissent porter leur choix sans équivoque. Ces élections sont d'une réelle importance pour le développement de la Côte d'Ivoire. Elles permettront l'élection des conseillers régionaux et communaux. Ces derniers devront conduire les programmes de développement des régions et communes du pays. La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a un rôle déterminant durant cette période de campagne. Elle devra veiller à l'égalité du temps d'antenne accordé à chaque candidat. La responsabilité est laissée à chaque service de déterminer un temps d'antenne et un temps de parole. Quand il s'agit de l'élection à la présidence de la République, l'ACA fixe les temps d'antenne et de parole. Mais de coutume, la RT nous propose un chronogramme et toute sa stratégie de couverture. Et également le temps qu'elle va accorder à chaque candidat. Généralement, c'est 1 minute 45, c'est-à-dire aussi bien le temps de parole et le temps d'antenne, parfois 1 minute 30, selon la télé et la radio. Pour ce qui est du service privé, elle nous informe du temps qu'elle va accorder à chaque candidat. La Commission électorale indépendante et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle contribuent activement à la préparation et au bon déroulement de ces élections pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ces institutions restent engagées pour la diffusion d'informations impartiales et équilibrées, garantissant ainsi une démocratie agissante et une participation citoyenne inclusive.
Messieurs, la campagne débute officiellement le 25 août à minuit. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi, hein? Du bruit, on aura beaucoup de camions qui vont circuler, on aura une distribution massive de t-shirts, on aura des affiches et des affichettes. Pour tout le reste, on voit déjà. Oui. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est les t-shirts, les affiches, les camions brandés. Bon, voilà, à mon avis. Hein. Il y aura aussi beaucoup d'argent qui va circuler. Il y aura aussi... Non, ça, on voit déjà. Il y aura aussi, quelquefois, notre administration publique qui sera désertée. Et ça, il faut le noter aussi parce que tout le monde sera en campagne. Et donc, il faut vraiment s'y attendre. Allez-y, on parle de bruit, on parle d'administration vidée. On aura beaucoup de promesses. De promesses? On va s'attarder sur les promesses. Mais justement, on parlait des promesses. Il y a un politologue, Philippe Dubois, qui disait que, et c'est une réalité dans tous les États, aucune loi n'empêche... Non, lui, il disait par rapport à la précocité des campagnes qu'un début de campagne précoce est presque inévitable dans un contexte d'élection à date fixe. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que c'est inévitable. Même à date non fixe. Oui. Ah oui? Tu ne sais pas si ça va être dans 1 an, dans 10 ans, mais tu es en campagne en permanence. Quand la date est fixe aussi, voilà, et un autre a dit que l'homme politique prépare la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Donc, même l'homme qui pense à la prochaine génération, il y a forcément une élection à laquelle il pense, en disant qu'il pense à la prochaine génération. Donc on est quoi? On est toujours en campagne, même si on a été élu précédemment, pour être élu, on est toujours en campagne, ça ne s'arrête jamais? Toujours en campagne. Il y a la campagne officielle, mais la campagne officieuse qui ne s'arrête jamais? Bien sûr. Peut-être que ce n'est pas bien de le dire, mais il faut se faire connaître des électeurs. Donc on a vu des grands leaders, bon, on ne les mentionnera pas, qui ont passé chez pratiquement les femmes qui ont accouché, qui sont dans des grandes familles, et les enfants qui devaient partir à l'école, les scolariser, donner des cahiers, des bics, là où il y avait des funérailles, faire des dons, etc. Il y avait des cas de maladie, aider à transporter à l'hôpital, etc., etc. Ça, c'est avant la période électorale. Mais il est en train de semer en attendant récolter dans 2, 3, 4, 5 ans. Parce qu'on se fait élire parce qu'on s'est fait connaître, parce qu'on s'est fait adouber par la population, parce qu'on s'est montré capable de gérer une certaine communauté. Et ce n'est pas avec les 5 jours de campagne qu'on peut démontrer cela, c'est bien avant. Oui, bien sûr. Oui, et puis les campagnes officielles, généralement, c'est aussi une affaire de coût. Hein. L'État prend beaucoup de choses en charge pendant la période de campagne officielle. Donc, comme l'État ne veut pas éterniser ses moyens, donc on fixe une période, 1 semaine pour les élections locales et puis 2 semaines pour les présidentielles. Mais c'est surtout pendant cette période-là que l'État prend en charge. Aujourd'hui, par la CEI a remis les affiches aux candidats. C'est des affiches imprimées pour le compte de l'État, au compte de l'État. Mais est-ce que vous arrivez à faire une distinction justement entre le programme électoral et les promesses électorales? C'est la même chose ou vous distinguez ça? Est-ce que le programme fait partie des promesses, vous voyez? Est-ce qu'il y a une subtilité? Les promesses sont contenues dans un programme. Je suis élu pour 5 ans. La première année, je vais construire 2 centres de santé, je vais faire ceci, cela. Donc, c'est l'ensemble de ces promesses, cette vision-là, qui est matérialisée dans son programme. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des choses qu'il peut dire, mais qu'il ne prendra pas le risque d'écrire. Voilà, ça revient à ceux qui... Ah, vous voulez dire quoi? Le programme s'engage par rapport aux promesses? Ce sont des traces quand même. C'est des traces qui restent. Bon, moralement, ça engage quand même. Ce sont des choses que vous avez écrites. Aujourd'hui, il y a la vidéo, hein, il y a la oui, donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Oui, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais bon, généralement, on fait attention un peu plus à ce qu'on écrit qu'à ce qu'on dit. Vous arrivez dans une localité en pleine campagne. Non, je veux dire, la campagne commence dans... Le 25, oui. Le 25. Oui. Voilà, vous avez déjà fait un programme, vous n'avez pas prévu un événement. Et vous arrivez dans une localité où un pont vient, c'est un exemple que je donne, un pont qui vient de s'effondrer il y a 3 jours, qui ne faisait pas partie de vos prévisions. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous taire pour dire non, c'est pas grave, je n'ai pas promis, non, je laisse tomber. Là, vous prenez des engagements avec des électeurs. Maintenant, si vous êtes parvenu à le faire, tant mieux. Si vous arrivez dans un village où le toit vient d'être emporté par les pluies incessantes, alors que vous n'avez pas prévu ça sur le champ, vous ne pouvez pas laisser les électeurs comme ça partir sans prendre d'engagement. Encore qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, il faut le noter. Oui, mais comme on le disait, c'est la fameuse formule de Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ou ceux qui les croient. Donc,
À qui la responsabilité là? Il nous semble dire que c'est la responsabilité de ceux qui y croient et pas de ceux qui les donnent. Ceux qui écoutent doivent faire quand même attention aux promesses. Si moi je suis candidat dans une localité, je dis je vais construire une sorte de richesse satellitaire. Bon, si vous partez croire à ça, c'est votre affaire, hein? Parce que vous savez que de toutes les façons, c'est pas possible. Donc il y a des promesses quand même qui sont faisables. Une toiture qui a été emportée, en principe, on devrait pouvoir le faire. Une pompe villageoise qui est hors usage depuis 6 mois, en principe, ce sont des choses qui sont faisables. Maintenant, il y a des choses où le monsieur, vraiment, je vais bitumer, je vais faire venir l'autoroute, bon. Il faut s'en méfier. Oui, les gens m'écrivent très peu. Hein. Puis quand je suis un peu les campagnes, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on voit un peu les pages, ils créent tous des pages, donc on voit un peu le mouvement des différents candidats. Il y a très peu de promesses concrètes. Ils restent un peu plus dans le flou. Je crois qu'ils sont devenus beaucoup plus... Oui, mais est-ce que c'est parce que la campagne officielle n'a pas démarré et qu'on n'a pas le droit? Parce que, non, je pense que c'est plutôt... Ils voient l'énormité des difficultés. Par exemple, je suivais un candidat, X d'ailleurs, qui en face des jeunes, il leur dit, écoutez, je connais le problème de la jeunesse, c'est le problème d'emploi. Il s'applaudit. Il faut que les jeunes trouvent du travail. Il faut que vous fondez un foyer. Les jeunes, c'est l'avenir du pays. Et puis bon, il s'arrête là. Mais il n'a pas dit qu'il va créer des emplois. Mais il a touché du doigt un problème qui tient au cœur des gens. Donc, ils ont appelé. Ailleurs, il parle d'autonomisation des femmes. Il faut qu'on aide nos femmes à être autonomes. Il faut qu'on les accompagne dans le commerce. Il faut qu'on les accompagne dans tout ce qu'elles font. Parce que quand une femme est à l'aise, c'est elle qui tient le foyer, tout et tout. Bon, ben voilà. Mais il n'a pas dit que je vais faire ceci, je vais poser tel acte. Il est resté dans la généralité. Ils deviennent de plus en plus subtils. Maintenant, j'ai aussi l'impression que de plus en plus, les électeurs attendent des actes concret, c'est-à-dire en gros, tu donnes quoi pendant la période de campagne? Parce qu'après ça, bon, on ne va plus se voir, quoi. Oui, mais alors voilà. Oui. Non, mais bonne question. Parce que moi, j'aimerais qu'on prenne des responsabilités. On va parler des hommes politiques et c'est normal. Ceux qui sont, qui se présentent face à nous, population. Mais on va aussi parler des populations qui ont des attentes. On l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, des gens venir assister à des cérémonies dans l'attente d'avoir, comme vous dites, non pas une amélioration des conditions de vie de manière générale de la localité, mais à titre très personnel pour démarrer des commerces ou en tout cas des activités. Là aussi, c'est quoi cette mentalité? Bon, il y en a qui désespèrent des élus. Hein. Ils sont là depuis les années 90. Ils ont vu des élus passer, rien n'a changé. Donc ils se disent, on ne peut plus rien attendre de ces gens-là. Autant prendre quelque chose avec lui aujourd'hui parce que de toutes les façons, je le reverrai lors de la campagne prochaine. Et puis il y en a quand même qui sont subtils, qui savent différencier le collectif du personnel. On va construire un centre de santé, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de 100 000 francs pour commencer un commerce. Donc, s'il a des entrées dans l'entourage de ce candidat, il se débrouille pour le rencontrer. Et le candidat aussi, si les moyens sont là, pour démontrer sa bonne foi, vous voyez, je ne suis pas encore élu, ce que je peux vous donner. Quand je serai élu, ça sera peut-être 3 fois, ça sera 4 fois, ça sera 5 fois. C'est une manière pour lui aussi d'acheter le pays électoral de ces personnes-là. Donc, tous les coups sont permis en fonction des moyens dont disposent les différents candidats. Donc, c'est quoi? C'est une sorte d'achat de conscience pendant ces séduction. Séduction, influence. C'est un jeu de séduction et d'influence. Je pense qu'il le dit si bien. Hein, il le dit si bien parce que, en grande partie, aujourd'hui, les populations désespèrent des hommes politiques. Hein. C'est-à-dire quoi? Quand ils finissent de lire, il y a certaines personnalités politiques, quand on finit de les élire, et puis bon, voilà, elles disparaissent. On ne les voit plus. On ne voit même plus les actions qu'elles mènent sur le terrain. Donc, ceci étant, les populations, quand elles attendent la campagne électorale, et quand la campagne électorale arrive, c'est du donnant-donnant. Vous entendrez certaines personnes dire, bon, qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Voilà, vous me demandez de regrouper mes amis, mes connaissances, mes parents pour le voter. Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce que je gagne avec lui? Parce que ce gars, demain après, il disparaît. Mais c'est quoi? C'est du chantage électoral? C'est du chantage? Très clairement. Bon, du chantage... Ou une pression? Oui, parce que, vous voyez, les hommes politiques aussi, ils sont ce qu'ils sont. Hein? Mais quand ils sont élus, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis bon, qui aujourd'hui peut demander objectivement à l'homme politique des comptes? C'est pourquoi, effectivement, sur ce point, je pense qu'il faut créer un organisme, c'est-à-dire un observatoire,
pour voir un peu ce que les candidats ils ont comme programme et qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme infrastructure ou comme besoin des populations dans leur programme. Et pour aussi mettre la pression. Parce que si la population, elle, de son côté, elle n'est pas politiquement éduquée, il faut amener les personnalités politiques à le faire. C'est pourquoi, de ce côté-là, je pense qu'il faut légiférer. Il faut légiférer de sorte que quand un homme politique est élu, il travaille effectivement par rapport à ce qu'il a promis. Non, on pas fait ce lien-là. C'est pas vrai, c'est pas possible. D'abord, il n'est pas élu. Il fait son programme, c'est 100% privé. Ensuite, c'est l'État qui quand même donne les moyens. Généralement, le candidat même ne maîtrise même pas le fonctionnement de la commune. Il ne sait même pas quels sont les pouvoirs, qu'est-ce que la commune peut faire, il y a quel argent. Parce qu'il ne suffit même pas d'avoir une quantité d'argent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, il a fait des promesses quelque part qui ne sont pas en conformité avec les moyens. Si tu veux un observatoire, il faudra que l'observatoire étudie les moyens de la commune et le programme. Mais justement, c'est à ça que j'allais en venir. Bon, à partir de ce moment-là aussi, tu es pratiquement... C'est pour ne pas amener les gens à aller dire n'importe quoi sur le terrain, dans l'euphorie, et c'est pour les amener à vraiment rester dans une certaine éthique. Voilà. Question de Absi, Côte d'Ivoire, qui nous dit mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas leurs promesses s'il existe aussi une loi pour les sanctionner? Voilà. Ce que vous disiez. Donc vous pensez moi, monsieur, j'ai le souvenir, quelques vagues souvenirs de droit constitutionnel où on nous disait, parler de mandat impératif qui n'existe plus. Seul le mandat impératif donne l'obligation à la personne élue d'appliquer mot pour mot tout ce qu'il a été, enfin le mandat pour lequel on l'a élu. Là, on est dans des mandats représentatifs. Et donc, on n'a pas... Du moins, dans... Non, en fait, donc, comment vous voulez faire? C'est peut-être pour l'Assemblée nationale, pour le mandat des parlementaires, que la notion de mandat impératif a été évoquée. Donc, le lieu est libre voilà, de faire les votes selon les situations et non de voter selon des instructions de ces mandants des populations qui l'ont élus. Ça, c'est au niveau, je pense, des députés. Relativement à la collectivité locale et aux communes ainsi qu'aux régions, je pense qu'il y a une possibilité de sanctions. C'est vrai que ça peut mettre 5 ans, c'est 5 ans après. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais aussi, c'est un conseil. C'est vrai que aussi que la procédure est longue, mais au niveau du conseil municipal ainsi qu'au niveau de la région, les conseillers, lorsqu'ils constatent une dérive du maire, les promesses non tenues, ils ont la possibilité de l'interpeller lorsque eux ils sont interpellés par les populations. Donc ce sont aussi des mécanismes qui existent pour rectifier le tir en cours de mandat, et si ce n'est pas fait en fin de mandat, il faut justement que les populations acceptent de prendre en charge, de prendre leurs responsabilités pour exercer ce droit-là de révocation à travers le vote. C'est le moyen de sanctionner. En dehors de cela, je ne pense pas qu'il faille vraiment légiférer dans le genre un observatoire ou bien une autorité. À la fin des 4-5 ans, on constate, pour dire que tu as promis investir 5 milliards, tu as investi seulement 3 milliards, tu as promis construire 10 écoles, tu en as construit 5, donc tu n'as pas tenu tes engagements, tu n'es plus éligible. Non, et puis qu'il y aura la légitimité de faire ça. Voilà. C'est beaucoup de choses qu'il faut. C'est simplement que les électeurs, les adversaires politiques, c'est ça la compétition, disent, ben voilà, il vient vous blaguer encore. Il a fait 5 ans, il n'a rien réalisé. Vous n'allez pas encore le suivre comme des moutons, ça suffit. Maintenant, si le peuple n'écoute pas ça, ben, tant pis, il est libre. Il est libre. Et le candidat, l'adversaire, là, il parle, il dit non, 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 mais si en fonction des paramètres, les gens votent librement et puis font leur choix, bon... Ouais, pour aller dans votre sens, vous allez répondre en même temps. Je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Nguessan. Siaka Kone nous dit « Bonsoir à tous. Ces populations peuvent-elles poursuivre le maire pour mauvaise gestion des ressources publiques? Le rapport de gestion de la mairie existe-t-il? Si oui, peut-il être mis à la disposition des populations pour appréciation? » Merci. Très bonne question que j'allais poser. Est-ce que l'inspection d'État peut se mêler de la gestion d'une mairie, auditer les moyens qui ont été mis à la disposition d'un maire?
Si oui, d'un président du conseil régional, si oui, ça veut dire que l'autorité existe déjà. Peut-être que le personnel ne suffit pas pour parcourir 201 communes, c'est ça 31 régions, oui. Peut-être. Je pense que des mécanismes ont dû être prévus. Peut-être qu'on ne les connaît pas, mais à partir du moment où il y a l'inspection d'État, il doit y avoir quand même des mécanismes pour les électeurs, s'ils avaient des éléments de preuve, parce que les gens aussi parlent souvent sans... Ils imaginent des budgets pas possibles. Oui, mais il y a un problème peut-être de compétence. Je lisais dans justement tout ce corpus lié aux élections que chaque individu dans la population a le droit de demander toutes les délibérations. Maintenant, à ses frais, bien évidemment, mais il n'a pas le droit de les rendre publiques. Mais pour sa propre connaissance personnelle, il a le droit de le faire. Mais tout le monde n'a pas la technicité pour comprendre ce qu'il en est. Est-ce que ça ne joue pas sur... D'abord, les choses ne sont pas aussi... les maires, ce n'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent. Et puis, non, c'est pas que... Généralement. Non, voilà. D'abord, le maire ne peut rien faire sans les conseils... sans que le conseil municipal ne se réunisse. La loi fait obligation au maire de rendre public les conseils, et les conseils sont publics. C'est-à-dire que lorsque le conseil se réunit, n'importe quel citoyen peut aller là-bas. Et généralement, ce n'est pas un discours technique qui est tenu là-bas, parce que les élus eux-mêmes ne sont pas des techniciens. Deuxièmement, les actes posés par le maire, lorsqu'il veut réaliser quelque chose sans programme, il n'y a pas d'argent, c'est le préfet qui contrôle. Parce que dans les mairies, vous verrez 2 agents de l'État. Il y a un qui gère l'argent et il y a un qui gère l'état civil. L'État n'a pas donné pleinement comme ça. En plus, l'argent des maires se trouve au trésor. Et c'est le préfet et le responsable du trésor, ça s'appelle le directeur, qui valide les documents. Tu veux construire une école, il n'y a pas de problème. Tu choisis un entrepreneur. L'entrepreneur commence les travaux, le préfet vérifie, termine les travaux, on fait une livraison, le préfet vérifie avant de mettre son OK pour paiement. Donc, si ça veut dire qu'il y a un contrôle, il y a un contrôle permanent, hein, vous écoutez. Si tout fonctionne bien, s'il n'y a aucune proximité entre les maires et les préfets, parce que c'est pour ça que généralement, je dis, si vous cherchez votre argent, vous ne trouvez pas, ne poursuivez pas les maires, allez-y à la préfecture. Parce que c'est eux qui donnent le... Oui, c'est eux. Mais pour revenir aux promesses, comment comprendre, et j'ai un peu cherché, je peux me tromper, hein, peut-être ça existe dans d'autres pays, je n'ai pas trouvé, comment comprendre qu'il n'existe aucun texte qui empêche justement les promesses parfois irréalisables, irréalistes? C'est quoi? Ça fait partie du jeu de la politique? Comment on peut considérer qu'il y a des promesses irréalisables ou irréalistes? C'est pas possible. Sauf ceux qui disent... on disait le domaine de compétences, parfois... Sauf ceux qui disent qu'ils vont faire venir la mer dans leur pays alors qu'ils sont loin des côtes. Là encore, ça existe. Est-ce qu'il faut une loi pour ça? Je ne sais pas si... Ils peuvent tracer des tunnels, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Tunnels, tout. L'impossible, il n'est tenu. Oui. Il a peut-être un plan. Donc, je ne sais pas comment on peut légiférer là-dessus. C'est impossible. Les rêves, le procès irréalisable, c'est empêcher... Le constat se fait à la fin du mois. C'est empêcher de créer Facebook, c'est empêcher de créer WhatsApp, c'est empêcher d'aller sur la Lune. Je ne sais pas, on ne peut pas légiférer là-dessus. Maintenant... Donc tout est permis, on peut promettre monts et merveilles, ce que nous dit. Ça fait partie du jeu. Au nom de la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression. Les meetings sont publics. Pendant les cérémonies publiques, on est quand même libre de dire ce qu'on veut. Oui. Et celui qui t'écoute, il peut croire, il ne peut pas croire. On considère quand même que le citoyen, celui qui vote, n'est pas aussi peut-être jeune aussi. C'est pas qu'il y a un âge. Oui. Il y a un âge même pour voter. Oui, mais quel est le... On considère que... Il y a des localités, vous le disiez tout à l'heure, où il y a plus de difficultés. Aussi, on sait qu'il y a des localités où peut-être le niveau d'instruction n'est pas le même. Il y a aussi ces réalités-là. Donc, Écoutez, quelqu'un dit... Il fait campagne, il dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas la CAN dans ma ville. Si j'étais maire, il y aurait la CAN dans ma ville, le gouvernement aurait choisi ma ville. Si je suis élu, la prochaine Coupe d'Afrique, il y aura un stade dans cette commune-là. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Bon, comment on fait? Est-ce que c'est irréalisable forcément? Non. C'est vrai qu'on a 200 communes et seulement 5 villes ont été choisies. Mais si quelqu'un veut jouer ce jeu-là, est-ce qu'on peut l'en empêcher? Oui, mais il le dit, il le documente dans son programme, et puis en fin de mandat, on constate que... Est-ce qu'en fin de mandat, dans 5 ans, on aurait une autre CAN ici? Non. Alors, si les gens croient le vote, comment ça le juger dans 5 ans? Non, je pense qu'il faut être quand même... Les besoins de la population. C'est ça le problème. Il dit, si lui, il était maire, au moment où on choisissait les villes, la CAN se serait passée dans sa ville.
S'il veut faire campagne, tu fais comment? Oui, mais ce que vous dites, mais ça s'apparente à du mensonge, excusez-moi. Mais non. Non? C'est de un mensonge. Non, moi, je pense qu'à priori, en théorie, c'est du mensonge. Non. A priori, hein. Oui. Parce que c'est un conseil qui est élu. Et c'est le conseil qui prend les décisions. Oui. Celui qui parle n'est qu'un membre du conseil. Donc, à principe, le programme du conseil, là, c'est pas avant les campagnes. C'est quand le conseil s'installe, surtout qu'on a la proportionnelle, c'est-à-dire qu'après les élections, il y a des opposants ou des adversaires, plus exactement, qui rejoignent la liste. C'est ce conseil-là qui décide des ouvrages à réaliser dans la commune ou dans la région. Donc, tout ce Il y a que des tu ouvrages dis... qui dépendent de l'État. En plus, On en revient. donc, tout ce que le candidat, un candidat, parce que c'est toute une liste qui est candidate. C'est vrai que généralement, c'est une seule personne qui parle, mais chacun pouvait faire des promesses par-ci, par-là, quoi. Bon, oui. Bon, moi, j'ai suivi, on ne les mentionnera pas, des mails des candidats au conseil régional qui ont gagné. Généralement, j'ai écouté la campagne de celui avec qui j'étais et aussi les autres. Les promesses, généralement, ce n'est pas des grandes choses qu'ils promettent. C'était au régional, il y a 4 départements, ils connaissent les besoins des envois des jeunes, étudier. C'est bien planifié. Ils voient dans tel département quels sont les besoins. On dit, bon, il y a 10 villages, il y a des pommes villageoises qui... Voilà, les femmes ont besoin de broyeuse de manioc, etc., etc. Et quand ils se rendent dans ces localités-là, ils tiennent un discours qui est en phase avec les besoins des électeurs et des populations. Ils ne promettent pas des moins merveilles. Maintenant, la difficulté qui se pose, je ne sais pas si on va y arriver, c'est dans le conseil, au niveau de chaque région. Qu'est-ce qui est du ressort du président du conseil régional? Qu'est-ce qui est du ressort exclusif de l'État? Parce que des fois, les populations ont imputé des besoins qui revenaient aux compétences de l'État à l'élu local. Il faut nous envoyer le bitume. Il y a telle route internationale, il faut tel tracé, tel tracé. Le président du conseil régional a beau dire, ce n'est pas de mes compétences, c'est des compétences de l'État. Non. Que tu es élu, tu es président, il faut que tu trouves des éléments de réponse à nos besoins. Donc peut-être que la question se trouve là. Sinon, généralement, il y avait 4 candidats, je les ai écoutés. Ils ne promettent pas des grandes choses, hein. On a envoyé des bancs, toitures. Mais on revient au domaine de compétences dont on a parlé au début, parce qu'il y a des attributions. Voilà, on ne peut pas tout faire, donc on ne peut peut-être pas tout promettre. C'est tout l'enjeu de ce débat. Voilà, maintenant, il y a le fameux débat où on dit je suis proche du président. Oui. Donc si je suis élu, c'est vrai absolument. Que ce tracé-là dépend de l'État. Mais comme j'ai des entrées à la présidence, je vais voir le président de la République, je le connais parfaitement. Oui, il va venir faire le tracé. Ça revient à ce qu'on disait au début d'émission, c'est-à-dire l'État lui-même a beaucoup de chantiers qu'il mène actuellement. Donc à quel moment c'est de la pure initiative ou responsabilité de l'État, à quel moment c'est une initiative locale? Au moins, l'élu fait du lobbying. Bien sûr. Au moins. Oui. Que ce soit un projet de l'État. Son droit. Voilà, il fait du lobbying pour voir le projet se réaliser dans sa localité. Question de M. Nguessan, tenez. Il y a sur le plateau et il y a sur la tablette. Il nous dit, à la question de savoir si l'opposant ou le candidat élu peut-il bénéficier du financement au même titre des élus affiliés à un parti politique, les invités sur le plateau ne m'ont pas véritablement convaincu. Mais si quelqu'un a parlé de l'indépendant, on a dit même l'opposant, on a répondu. Si, mais il n'a pas l'air convaincu. Allez-y, répétez-lui, on va passer à l'autre élément. En fait, moi, allez-y. Le principe est qu'on ne cite pas de communes. Oui. Mais si vous êtes à Abidjan, regardez les communes d'Abidjan, vous verrez que tous les élus d'Abidjan ne sont pas du même parti. Tous les partis ont comme chacun une petite commune ici. Et vous verrez qu'il y a... aucun ne s'est plaint. Voilà, aucun ne s'est plaint parce qu'il n'a pas eu les moyens. Oui. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. On a bien répondu à votre question, M. Nguessan. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur l'autre pendant de ces campagnes électorales, c'est le financement de la campagne des candidats. Quelques réponses grâce toujours à Ahmed Traoré. En Côte d'Ivoire, les montants alloués aux partis politiques sont en fonction des dispositifs de financement sur fonds publics. Des partis et groupements politiques sont tributaires du nombre de parlementaires, ainsi que du score réalisé par les partis politiques lors des précédentes élections législatives. C'est avec ce fonds, de façon générale, que les partis les plus représentatifs financent la campagne de leurs candidats. Il est également loisible aux responsables financiers des différents partis et groupements politiques de chercher, le cas échéant, des fonds additionnels. Les élections ont un coût. Au RHDP, par exemple, le parti réactive la carte de militant et relance les cotisations pour les besoins du fonctionnement. L'innovation étant une carte des militants numérique sécurisée et connectée. Au PDCI-RDA, les cotisations se fixent entre 500
et 5 millions de francs CFA selon les moyens du militant. Les fonds récoltés sont utilisés partiellement pour le financement de la campagne des candidats retenus par le parti. Au FPI, il est connu que les militants s'investissent personnellement. Mais ce parti a également des financiers, des donateurs principaux de l'ombre qui soutiennent les candidats. Au PPACI, difficile de se prononcer, d'autant plus que ce parti a vu le jour très récemment. Concernant les indépendants, ceux-ci se gardent de donner la source de leur financement. Alors, monsieur, la loi de financement des partis et des campagnes évoque principalement l'élection présidentielle. Y a-t-il un vide juridique sur les élections locales ? En principe, les 2 élections sont financées par l'État. Pour les candidats à la présidentielle, ils reçoivent une somme de 100 millions. On considère que les 100 millions permettent à ce candidat de battre campagne. Pour les municipales, l'État fournit les affiches. L'État fournit les affiches, les bulletins. Donc, on considère pour l'État qu'avec les affiches, je suis candidat, je donne ma photo, on me fait un certain nombre d'affiches en blanc et noir d'ailleurs. Et puis, bon, on suppose que je affiche et je n'ai plus rien à faire, je fais le tour. À la fin, on considère que c'est une élection locale. Donc, je fais le tour du quartier. En temps, nous sommes 40 sur l'affiche, sur ma liste, on se répartit les différents quartiers. Nous sommes issus du quartier, tout le monde nous connaît, on connaît tout le monde. On n'a vraiment pas d'argent à dépenser. Voilà la position de l'État. Ah, vous pensez qu'on a peut-être certainement moins de frais que pour les présidentielles, mais vous pensez qu'il n'y a pas de frais pour battre campagne, même pour les municipales? Mais à la fin, quelque chose qui est extrêmement important, il y a des communes qui sont devenues des villes ou des pays où vraiment on ne peut pas dire qu'on peut réunir 50 personnes qui sont parfaitement connues et que le maire lui-même peut connaître tous les coins et recoins de choses. De la cité. À partir de ce moment-là, il faut beaucoup de moyens pour tourner. Bon, les conseils régionaux, c'est totalement autre chose, quoi. Vous pensez pareil que... On a fait une fois une émission où on parlait de politique et argent. Tout à fait. On s'en renvoie à ça. Les campagnes politiques, le financement politique, c'est pas régulé. Il n'y a pas de plafond. Non. Les gens font les dépenses et il n'y a pas de contrôle. Pour l'élection présidentielle, d'ailleurs, il n'y a pas de limite. Et l'État aide les partis politiques à travers la participation à l'élection présidentielle et les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et 2. Maintenant, il y a eu des exceptions où les candidats à l'élection présidentielle ont reçu une aide spécifique, mais je pense que c'est lié à la participation ainsi qu'aux résultats, et puis le financement, des critères sont donnés. En dehors de cela, il n'y a pas une limite au niveau des dépenses pour l'élection présidentielle, pour l'élection législative, ni pour l'élection municipale et régionale. Mais doit-on légiférer? Parce que, prenons le cas de la localité. On n'a pas c'est pas interdit. Hein. En tant que candidate, je peux peut-être demander une aide à un opérateur économique. Et cette aide financière, la contrepartie sera peut-être qu'une fois élu, je lui renvoie l'ascenseur, je ne sais pas comment le dire de manière délicate. Donc, n'y a-t-il pas un flou artistique, un vide juridique, y a-t-il pas un risque? Non, mais en général, les bons opérateurs économiques, ils aident tous les candidats. Pas un seul. Mais pas au même montant. Oh, ça dépend. Il serait intéressant intéressant de légiférer. Les municipales, ça me paraît peut-être un peu plus simple, mais au conseil régional, vous avez des régions qui ont 4 départements. Le monsieur n'a que 7 jours. 4 départements, vous avez des départements qui ont 7 sous-préfectures en Côte d'Ivoire. Donc la seule région, il peut se retrouver avec 20 sous-préfectures. Il n'a que 7 jours. Donc ça demande des moyens énormes pour... Ce n'est pas une seule délégation, comme l'aîné le disait tantôt, c'est 3, c'est 4 délégations. Et vous voyez, sans faire de publicité, la location des voitures pendant ces périodes-là. Bon, donc on tend vers une réalité, c'est que les élus ne seront que des... Est-ce qu'on peut faire... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on peut faire campagne si on n'a pas d'argent? Mais non, c'est pas possible. En préparant l'émission, j'ai demandé à beaucoup d'anciens ou actuels candidats, ils m'ont dit, avant même de poser sa candidature, il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans la poche. Absolument. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas battre campagne sans argent. C'est pas possible. C'est un problème démocratique ou pas? Est-ce que sur le plan philosophique, ça pose problème? On n'est pas les seuls, hein. C'est pareil aux États-Unis, il y a plein d'endroits où... Oui, ça pose problème parce que il faut savoir d'où provient l'argent. Généralement, c'est les têtes de liste seules. Et DG à la fin, il sait de quoi je parle. C'est la tête de liste seule, par exemple au conseil régional, c'est la tête de liste seule qui sort les sous
et qu'il les donne aux différentes délégations pour aller sur le terrain. C'est la même chose aussi qu'au conseil municipal. Et donc, je pense qu'il faut... Et il n'y a pas de contrôle. À ce niveau, il n'y a pas de contrôle. Et c'est les sous qui sortent, ça sort. On ne sait pas d'où provient cet argent. Et effectivement, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est du blanchiment? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui sort normalement par rapport à ce que le candidat gagne? Donc je pense que là-dessus, il faut vraiment chercher à réguler puisqu'il y a la lutte contre la corruption, un certain nombre de choses. Ce sont ces choses-là qu'il faut prendre en compte pour... En parlant de la lutte contre la corruption, tous ces candidats ont obligation, comme on a déjà évoqué cette affaire, de venir s'acquitter de tous les revenus, de justifier de toutes leurs ressources, etc. Et on en est qu'à 50% là. Au niveau des maires, j'ai vu sur le site, les maires, il y a moins de 50%, conseils régionaux aussi, c'est-à-dire qu'à quelques jours, ça n'a pas encore été fait. Donc on reste dans cette idée de financement et de... Mais qui évalue son budget de campagne? C'est lui qui évalue. C'est lui-même. Si vous dites que j'ai utilisé que 20 millions, il a le temps de justifier 10 millions. Non, là on parlait des revenus et des ressources. Question de M. Ngo, peut-on battre campagne avec des véhicules haute matériel de l'État, de la mairie ou du conseil municipal? Non, là, c'est interdit. C'est interdit. Donc ce sont ses propres véhicules ou des locations? Oui, c'est interdit. Mais pas les véhicules administratifs. C'est interdit, mais... Est-ce que c'est respecté? C'est interdit, mais pas respecté. Mais c'est interdit. Et les gens peuvent le dénoncer, vigoureusement, engager un certain nombre d'actions, communiquer dessus. Sinon, en réalité, c'est interdit. Oui, mais pourquoi les preuves, les gens maquillent les plaques là, les gens cachent. Oui, mais question, pourquoi un maire, je suis maire de ma commune, pourquoi je vais devoir acheter un autre véhicule pour battre campagne? Quelle est la logique? Pendant la période, c'est pour ça qu'on fixe, ça fait partie des éléments pour lesquels on fixe une date officielle des campagnes. Voilà. La pré-campagne, le maire, il est en activité, il rend des visites à ses populations, il fait des meetings. On ne peut pas dire qu'il est en campagne. De toute façon, au cours des meetings, ne dit pas votez-moi. Donc, tant que le mot votez-moi, les affiches et les t-shirts ne sont pas présents, on fait comme s'il n'est pas en campagne. Maintenant, pendant la semaine de campagne, il doit le faire avec ses moyens personnels à pied ou à vélo. Et puis, bon, vous savez, hein, c'est des détails quelquefois. Même quand il est en campagne, il ne cesse pas d'être maire. On risque d'assister à une situation bizarre. Il lui faut 2 véhicules. Oui. Il quitte chez lui, il sort de sa maison, il a un véhicule de maire, il va à la mairie. Mais c'est vrai. Il a un papier, il finit, il y a un second véhicule qui le suit, il laisse la voiture de maire, il va à un meeting avec un véhicule civil qui lui appartient et non à la mairie. Après, il revient. Si maintenant, il doit aller célébrer un mariage pendant la campagne, il laisse son véhicule personnel, il prend le véhicule de maire. C'est exactement ta question. C'est un peu ubuesque quand même. C'est des situations ubuesques. C'est pourquoi il faut définir une c'est ça, on dit un véhicule de fonction. La fonction ne cesse pas. La fonction ne cesse pas. Voilà, c'est peut-être souvent le problème sur le véhicule de service que le problème se pose. La fonction ne cesse pas. C'est pour ça, souvent, quand la fonction cesse, tu fais la passation des charges, tu rentres avec un autre véhicule et tu laisses ton véhicule de fonction. Oui. Voilà. C'est symbolique. Tant que tu es dans la fonction, le véhicule te suit partout, tu es dans la fonction. Monsieur, est-ce qu'on peut, selon vous, estimer le coût d'une campagne électorale? Un élément assez intéressant. La campagne même commence par les biens du candidat dans sa localité. C'est-à-dire? Il a quelle maison d'abord? Chez nous, ça compte. Hein? Le monsieur qui est gagné là, il a quelle maison ici au village, dans le département? Ah, c'est signe distinctif de richesse, vous voulez dire? La campagne commence là. De richesse. Mais de quoi? De patrimoine. Le patrimoine? Oui. Quand, sa maison, ça ressemble à quoi ici au village? Quand il vient pour la fête des Pâques, avec quoi il vient? Quelles sont les dépenses auxquelles il a déjà participé? Sa famille représente quoi? Quelle est l'aura de sa famille? La campagne commence là d'abord. Vous avez déjà été jugé, évalué par les électeurs avant même d'aller dans les urnes. Oui, mais si on suit la logique de M. Nguessan, ça veut dire que tous ceux qui sont... Je suis dans le descriptif. Voilà, tous ceux qui ont de l'argent ou une fortune personnelle et dont on a connaissance sont censés gagner. Et ce n'est pas toujours le cas dans les précédentes élections locales et peut-être là aussi. Il y a, je ne sais pas ailleurs,
il y a les entreprises qui font des dons aux acteurs politiques qui doivent déclarer, et puis c'est pas ça donne lieu à des déductions. Il y a des financements. On en a vu aux États-Unis, il y en a qui ont refusé les financements publics, qui ont préféré faire des appels de fonds. Il y a une possibilité de faire appel aux contributions jusqu'à un certain niveau, et à d'autres niveaux, l'État intervient. Mais donc, là, il parle de richesse personnelle. Bon, ça, non, c'est une idée simple. Genre, il faut avoir un minimum. Il faut avoir peut-être réussi dans la vie, avoir un minimum. Il faut être un notable. Monsieur, il faut avoir un emploi. Tu ne peux pas être un chômeur. Tu peux pas être un chômeur et puis tu vas venir dire que, bon, voilà. Généralement, on peut considérer que ceux qui votent... Il faut être un notable. C'est le peuple. Ceux qui votent, c'est le peuple. Donc, c'est des gens d'un niveau moyen. Mais il faut remarquer que ceux-là n'aiment pas prendre quelqu'un parmi eux. Ah bon? Non. Le maire d'une commune qu'on peut considérer comme bidonville vient toujours de la commune qu'on peut considérer, comme on nous dit de ne pas citer la commune, mais vous verrez que sur le Grand Abidjan, apparemment, il y a une seule commune qui loge tous les maires de Côte d'Ivoire à peu près. Hein. Ça veut dire que nous n'avons pas choisi dans le peuple un représentant. Le peuple a une cette fierté de dire c'est nous le peuple, mais quand il faut choisir un représentant, on préfère regarder qui est un peu plus riche parmi nous, qui a telle maison, telle que... Bon, à quel moment dans cette vision que vous nous décrivez intervient la compétence, l'éthique, la moralité, la probité, l'intelligence, le programme? Quand vous me dites cette personne doit avoir de meilleurs revenus, ou le fait qu'elle ait de revenus plus importants, ça nous laisse croire qu'elle a réussi sa vie et qu'elle peut mieux gérer ma communauté, ma localité. Dans l'imaginaire, on se dit, celui-là qui a déjà le minimum ne va pas venir forcément puiser dans les caisses. Dans les caisses, dans nos caisses. Et vous pensez qu'il y a un lien de causalité? Bon, en tout cas, dans l'imaginaire, on se dit qu'il faut être à l'abri du besoin. Sinon, lui-même, là, il vient à la mairie pour avoir son premier revenu. Cela dit, il y a des candidats riches qui ont perdu. Oui, face à des moins nantis. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, mais quand même, il semble avoir une ligne qui est fixée, un minimum, que chaque candidat devrait avoir au moins pour bénéficier de la confiance des électeurs. Je dis bien, il semble. Oui, parce qu'il y a un autre élément. Hein. Si tu es riche, on te regarde, tu ne donnes rien, on dit tu avares. Là, c'est beaucoup plus dangereux même pour toi. C'est ça. Il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible. Il y en a qui sont riches, ils ont fait du bling-bling. Voilà. Il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, il ne donne rien, il écrase les est autres, avare, il il n'a pas de écrase les respect. autres, tout ça aussi, ça compte. Messieurs, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va s'intéresser maintenant finalement à toutes ces dérives et surtout comment les éviter. On va parler de toutes nos craintes à chaque approche d'élection. D'abord avec les craintes des populations au micro d'Ahmed Traoré. Pour éviter les dérives pendant les périodes électorales, les candidats doivent se respecter mutuellement, employer le bon ton et appeler leur base électorale à se féliciter mutuellement. Moi, je pense naturellement qu'il faille inviter tous les acteurs naturellement de cette élection-là, à savoir les hommes de médias, les personnes politiques, à beaucoup plus de vigilance. À l'effet, bien sûr, de pouvoir permettre les élections sans violence. Je pense que pour éviter les dérives, il faut que les hommes politiques soient honnêtes et apportent le bon message aux populations. Voilà, il faut éviter des messages de haine, des messages de violence et des messages de désordre. Aux populations aussi, il faut entre elles-mêmes pouvoir se sensibiliser parce que c'est la paix qui apporte le développement. Sans paix, on ne peut pas avancer. Mais pour qu'il y ait la paix aussi, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que les dirigeants se comportent de la façon la plus droite et la plus normale possible. Vous savez, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les dernières élections qu'on a eues n'ont pas été vraiment faciles pour la population parce que les partisans des partis politiques n'ont soit pas admis les résultats, soit ont suivi des mots d'ordre qui n'étaient vraiment pas favorables à la paix et la tranquillité dans ce pays. Alors je souhaiterais que pour les prochaines élections, qu'il y ait vraiment beaucoup de retenue, que les partisans des partis politiques acceptent les résultats qui seront donnés par la commission électorale. Et quoi qu'il en soit, c'est un jeu politique. Il y a forcément des gagnants, il y a forcément des perdants. Ce n'est pas parce qu'on a perdu que notre candidat n'est pas valeureux. Mais la violence ne résout rien. C'est une parole pleine de bon sens. On va réagir sur chacune de ces interventions. Mais d'abord, quelles sont vos craintes lors de ce double scrutin? Qu'est-ce qu'on craint finalement? Moi, personnellement, c'est la fraude que je crains.
Voilà, la fraude dans les différentes localités, parce que on l'a vu ici, ce sont des choses qui ont marqué l'histoire de notre pays. À chaque fois qu'il y a des élections, même que ce soit au niveau local, il y a toujours des affrontements, il y a toujours... Mais vous craignez des fraudes avérées ou l'idée qu'on a l'impression dès maintenant que certains candidats, ils vont... Soit ils gagnent, soit ils gagnent. Non, mais vous voyez, c'est comme si la défaite était impensable, inenvisageable dans l'esprit de certains. Voilà, sans qu'il y ait une fraude, hein, c'est-à-dire que est-ce que la première difficulté, c'est de ne pas accepter sa défaite dans nos mentalités, vous acquiescez? Une question de savoir aujourd'hui, de nos jours, comment la fraude se matérialise en fait? Aux élections passées, il y a eu des zones où effectivement la fraude était avérée et oui, des élections étaient annulées et ça a été repris dans ces zones comme on nous a demandé de... Vous parlez du contentieux là, électoral? Oui, il y a des zones où la fraude a été notée, où il y a eu des chiffres qui ont été brandis. En réalité, ce n'était pas ça quand comment dirais-je, c'est est-ce que ça, c'est c'est parce qu'il y a eu, fraude, il y a eu manipulation des chiffres. Alors, attendez, Monsieur Bledson veut parler. Non. Vous allez revenir, Monsieur. Là, je vous donne la parole à tous. Monsieur Bledson, allez-y. Des analystes ne veulent pas qu'on rentre dans la politique, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le scrutin, c'est quoi? La CEI qui l'organise avec le soutien quand même de l'administration dans le bureau. Non, je ne parle pas de fraude au niveau de la CEI. Je parle de fraude dans les bureaux de vote. Mais il y a normalement les représentants de tous les partis. Tous les partis sont présents. Allez-y, Monsieur Bledson. Tous les partis sont présents. L'urne est là. C'est bien vide. L'isoloir. Oui. À quel moment? Il y a des cas. Quel moment? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'au régional, il y a au moins une région où les élections ont été reprises. Pour d'autres raisons, parce qu'on m'a dit de ne pas... Non, mais bien sûr, puisque moi j'ai... Il y a eu d'autres... C'est d'autres raisons, vous le dites? Dans le transport des urnes, il est arrivé que des urnes ont disparu. Non. Ce dont moi je parle, c'est quoi? Vous ne parlez pas de la même région. Bon, on ne va pas focaliser sur cette région, mais on entend ce qu'il dit, on entend, vous nous dites que votre crainte... Justement, c'est ma crainte. C'est une crainte sur les fraudes. C'est pour ça que moi je veux quand même, comme c'est déjà... J'ai pas beaucoup peur pour la paix et autres. Non, la Côte d'Ivoire, on se bat pour les présidentielles. Quand on finit les municipales, les régionales, les députations, chacun gère ça dans son village. En gros, il n'y a pas eu de palabre nationale parce que dans tel village, il n'y a pas... Pas de palabre nationale. Mais généralement, je parle des localités. Aussitôt après la publication des résultats, et Fatim l'a bien dit, il y a des candidats qui contestent. Ça ne va pas trop loin. Tellement c'est clair qu'en fait. C'est systématique, c'est-à-dire ils ne vont jamais reconnaître une défaite. Oui, mais... certains si. Au point qu'on a constaté ces dernières années un phénomène que la CI dénonce, où les candidats, pour faire baisser la tension, reconnaissent leur défaite très vite. Oui. Parce que le système est tel que, souvent même avant la CI, chacun a ses résultats dès 20h, 21h. La démocratie par le téléphone. 19h30. Oui, non, chacun a ses résultats. Donc, c'est quand les gens veulent contester que c'est compliqué, il y a la tension. Mais celui qui reconnaît qu'il a été bien battu, il félicite, il appelle, il félicite. Peut-être ils ne vont plus faire de poste, mais les partisans savent, et puis de bouche à oreille, ça passe l'information. Vous nous dites, Sylvain Guessant, il y a 15 départements en Côte d'Ivoire où à chaque élection, il y a des vieux contentieux qui ressurgissent généralement entre candidats de telle ville, de telle autre ville, de telle région et telle région. Il y a 15 départements comme ça en Côte d'Ivoire où la tension peut monter assez vite. Mais comme l'aîné l'a dit, rapidement c'est réglé parce qu'aujourd'hui quand même, on sort, j'espère, on sort d'une élection, il n'y a pas eu de violence. On espère que la même dynamique va continuer. On va entrer dans une campagne qui n'a pas été très tendue à part quelques propos. Bon, alors justement, quelques dérives. Voilà, monsieur Claver-Oula a donné ses craintes. Maintenant, quelles sont les vôtres? Personne, justement, m'a parlé des dérives au niveau du vocabulaire. Oui. Est-ce que vous avez des... Il y a un élément côté. Il y a un élément quand je voulais rajouter... Des propos tenus. Je voulais ajouter un élément par rapport aux résultats. Les candidats maîtrisent les quartiers et les villages. Et avant même les résultats, ils savent que dans ce village, il va perdre. Donc, quand on commence à donner les résultats, là où il est sûr de gagner, s'il perd, il sait qu'il est éliminé. Parce que dans l'autre village, il ne peut pas gagner. Oui, c'est numérique. Vous voulez dire qu'il y a ça va un peu plus vite. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des propos qui peuvent amener les gens comment on appelle ça, à s'entretuer? Mais c'est surtout la forte confiance que des gens ont
de dire qu'on va gagner, parce qu'on fonctionne en Côte d'Ivoire sans institut de sondage. Et une démocratie qui n'a pas d'institut de sondage donne tous ces candidats. Mais privé peut-être. Voilà. J'allais dire, il y a des sondages peut-être privés. Ils ne sont pas... Tant que ce n'est pas public, ce qui fait que dans un endroit donné ou dans un parti politique, dans une localité, tu as 2 ou 3 candidats, chacun est sûr qu'il peut gagner. Quand il y a des sondages, ça règle son problème. Question, avant de donner parole aux téléspectateurs avec une contribution. Vous parlez de ces inimitiés qui existent dans certaines localités, mais l'un des enjeux, on a l'impression... Selon la CEI que j'ai contacté, ils me disent qu'il n'y a pas plus d'engouement. On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'engouement pour ce scrutin. Par rapport à leurs chiffres, ils disent non, c'est normal. C'est ce qui se passe à peu près aux précédentes élections de ce même titre. Mais on n'a pas encore voté. Non, on parle de l'ébullition, l'engouement général. Voilà, avec le nombre d'électeurs déjà. Le nombre d'électeurs déjà recensés, voilà, il n'y a pas une différence notable, alors que c'est une perception peut-être de notre part. Ouais. Et j'allais vous demander si l'enjeu n'est pas différent pour ces élections, puisque là, on a quasiment tous les partis. C'est vrai que une figure emblématique nous a quittés, mais on a tous les partis et tous les représentants de ces grands partis sur le territoire. Est-ce que ça donne une couleur différente, une approche différente de ces élections ou pas du tout? Elle reste vraiment locale. Bon, on ne va pas citer, mais on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir vu 2 élus qui sont mis vraiment au-dessus, qui n'étaient pas forcément de certains partis politiques. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose dans certains milieux, c'est est-ce que c'est le parti politique qui fait le meilleur candidat ou est-ce que c'est le leader lui-même qui est élu là qui peut changer la localité? On a vu, comme c'est difficile, on ne doit pas citer. Sinon, on peut, si c'était possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de demander aux maires sortants de certaines localités, je pense qu'il y a des villes qui seraient parties dire, bon, laisse là, tu as trop arrangé, viens chez moi maintenant pour arranger. Donc, je pense que ça sera autour des 30%. Puis... Vous voulez dire qu'il n'y a pas un enjeu particulier dans ces élections? En fait, pour faire simple, est-ce que c'est un test grandeur nature? Oui. Là, je peux quand même les citer, parce que je les cite tous, les grands partis, RHDP, PDCI, PPACI, FPI. Est-ce qu'ils vont pouvoir évaluer le rapport de force en 2025? Il y a deux événements qui font que cette élection est assez particulière. Je pense que la CEI s'est basée sur les chiffres d'enrôlement qui n'étaient pas liés au municipal et au régional. Le premier élément, c'est que c'est la dernière élection en 2025. Et chaque formation veut voir un peu plus sa représentativité. Le deuxième élément qui est en sourdine, c'est qu'il y a une sorte de recomposition de la classe politique. Et c'est ce qui va expliquer qu'il y a beaucoup d'indépendance cette fois-ci. Il y a une sorte de recomposition de la classe politique et chacun veut compter pour demain. Donc, il veut avoir un petit tabouret électif qui peut attraper. Donc, à l'intérieur des partis, les consignes n'ont pas été respectées ni au PPACI, ça je le cite, ni au PDCI, ni au RHDP. Il y a beaucoup plus, c'est la première élection où il y a plus d'indépendants dans ces formations-là. Donc, il y a un double enjeu, vous dites, au-delà... Absolument. Oui, cet enjeu de ces élections par rapport à 2025, c'est évident. Ça nous ramène aux élections pareilles en 2018, qui ont été un test avant l'élection de 2020, qui ont permis en 2018, lorsqu'il y a eu la pesée, avec la rupture au sein du RHDP qui commençait, de voir ce que chacun pesait et de se dire, par exemple, au niveau du RHDP, resté RHDP, que la présidentielle 2020 pouvait être gagnée. Cette fois-ci, il y a un élément nouveau. Le FPI de l'époque n'est plus dans son bloc, il avait été en difficulté. Aujourd'hui, on a le PPACI qui entre dans le jeu, qui est un nouvel acteur politique et qui a des candidats de façon seule, de son côté, de façon autonome, et qui en a en alliance avec un autre. Donc, on verra ce que ça va donner. On verra ce que les deux forces vont peser par rapport à ce que tout seul le PDC avait pu peser il y a 5 ans face au RHDP. Donc, c'est un élément important par rapport à 2025. Et ce qu'il faut noter, c'est un environnement pré-électoral, ou du moins un environnement électoral avant la campagne qui est plus ou moins apaisé. Mais il y a des observateurs qui ont trouvé 2 sortes de discours qu'ils n'ont pas appréciés. On peut le dire. Les uns qu'ils considèrent comme du chantage. Si vous ne nous votez pas, vous n'aurez pas ceci, qui alimentent certaines craintes. Mais en réalité, peut-être ils le disent mal. Mais, peut-être ils le disent mal, ils le disent crûment. Mais donner le sentiment que
avoir une posture dans l'État ou avoir des opportunités pour aider peut être un élément supplémentaire au profit des populations, n'est pas une mauvaise chose, tout le monde joue cela. Et lorsque, dans un débat, j'ai rappelé cela, on me dit non, c'est normal pour des législatives, pour des élections législatives, je ne comprends pas comment un argumentaire valable pour une élection législative peut devenir un élément dangereux pour une élection municipale ou régionale. Mais les députés votent des lois, peut-être qu'ils ont une participation. Non, c'est la même chose. Je ne veux pas répondre à la place. C'est la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un dit, vous avez élu le président de la République, vous avez élu le président de la République, il faut élire des députés pour lui permettre de gouverner et développer le pays, sinon il ne pourra pas développer le pays, vous l'aurez élu pour rien. Il y a d'autres populations qui peuvent dire non, on a besoin d'équilibrer. C'est le même discours qui se tient pour les municipales. Le président est là, il a besoin d'hommes de développement sur le terrain pour continuer sa politique, sa vision, ce qu'il fait tant en temps. Donc pourquoi ça deviendrait dangereux pour son bilan? Ce qui est valable pour les législatives. Monsieur Lafay, est-ce que les hommes de développement sont-ils forcément de la même obédience, que le chef de l'État? C'est la même chose. Je vous dis que le peuple peut refuser et souhaiter d'avoir une assemblée nationale avec une majorité différente du président de la République, ça existe. Mais c'est le même discours qui se tient et le peuple peut accepter ou refuser. Mais dire que le discours en lui-même est mauvais, ça pose problème. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Le peuple est libre d'y adhérer comme il est libre de ne pas y adhérer. Bon, Sylvain Guesson voulait réagir. Je pense que dès lors que le président de la République est élu, il est le président de tous les Ivoiriens. Et j'ai toute la Côte d'Ivoire, donc les 31 régions, les 201 mairies, les 110 départements. Donc il n'y a pas lieu de parler d'une proximité avec le président. Il a été élu pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire sur toutes les 322 462 km². Donc parler de sa proximité, le président... S'il disait que je suis proche du président, non, ça pourrait faciliter ces choses. Mais si vous ne me votez pas, vous n'aurez pas. Qui sont ceux qui... On a parlé de la classe moyenne, du niveau moyen, dans certaines localités. Combien qui ont l'esprit critique pour pouvoir comprendre que ce monsieur-là, même s'il n'est pas élu, le budget, on l'aura. Que ce monsieur, même s'il n'est pas élu, le mec, il viendra... Mais il le disait, il peut faire du lobbying aussi. Une proximité permet parfois aussi un lobbying qui est totalement légal dans la vie politique. Si je ne suis pas élu, vous n'aurez pas cette... Les gens l'auront s'il n'est pas élu. C'est parce que vous êtes, on l'a dit, ici on le répète, c'est parce que vous êtes candidat indépendant, candidat de l'opposition, que dès lors que vous êtes élu, l'administration va vous couper les moyens parce que vous n'êtes pas du bord présidentiel. Non, oui, mais en fait, ce que moi je voulais dire à sa suite, c'est qu'il y a des élus qui sont du même parti que le président, mais qui n'ont pas réussi à développer leur commune. Ça existe, parce que vous dites ne pas citer de communes, ça existe. Ils sont dans le même parti politique que le président. Mais ils n'ont rien fait. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas du même parti politique. Il y a des communes à Abidjan ici qui ont quand même tiré leur épingle du jeu. Mais en fait, ils ne sont pas du même parti. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'évidence, puisqu'il y a des gens qui sont aussi du parti présidentiel qui ont fait un travail remarquable, et d'autres pas du tout. Donc c'est plus une question de personnalité. Je vous demande, c'est un leadership, c'est personnalité, c'est le leadership personnel. La capacité d'aller capter des partenaires, des fonds et investir là où il faut investir pour que ce soit vraiment visible. Il y a cela. Donc il ne faudrait vraiment pas parler forcément dans la proximité que le président de la République ne va pas aider une région parce que celui qui est élu là-bas n'est pas du bon président. C'est du chantage. Non, le mot chantage ne me plaît pas. Moi, je fais bien ce qu'elle a fait, a dit. Même aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, comme on ne doit pas citer, mais on peut se permettre quand même d'avancer quelques noms. Je pense que ceux qui se réclament du PPACI, ceux qui se réclament du PDCI, ceux qui se réclament du RHDP, battent tous campagne avec le nom de Ouattara, Babo et Bédié, personnel. Est-ce juste pour un gars du PPACI de dire c'est Babo qui m'a envoyé et mauvais pour un gars du RHDP de dire c'est Ouattara qui m'a envoyé? Non, ça ne se pose pas là. Attendez, laissez-le finir. S'il vous plaît, laissez-le finir. Il nous reste 3 minutes, monsieur. Allez-y. Donc, il va avec
en disant mon patron, celui qui m'a envoyé vers vous, est un monsieur, son travail c'est développement. Oui. Donc s'il m'a envoyé là, ça il va développer au village. On est d'accord. Mais quand lui quitte là, que le gars du PPACI arrive, il ne dit pas le nom de... Oui, non, on est d'accord. Mais c'est quand il dit, si vous ne me votez pas, le président n'a pas donné les moyens. Que c'est lui qui tient les manettes, c'est là ça devient problème. Nous sommes en Côte d'Ivoire et quand même on ne peut pas faire... C'est un état de droit. On rappelle que c'est un... Non, on ne peut pas faire un jeu... On rappelle que c'est un état de droit, c'est ce que vous nous dites, M. Bledson. On ne peut pas faire un jeu au président en disant qu'il développe les régions qui l'ont voté quand même. Il y a des gens qui le disent, mais nous, on ne croit pas à ce qu'ils réalisent sur le terrain. Bon, messieurs, je voulais dire une contribution, mais un dernier mot, on n'en a pas parlé. Là, on parlait des dérives, aux craintes de chacun. C'est nous autres, les médias. On a un rôle majeur, on a vu dans le précédent élément par rapport à la AK. Je m'adresse aux patrons de presse et à mes confrères. Comment vous envisagez cette campagne, le traitement? Vous êtes déjà prêts? Vous allez avoir des garde-fous? Vous allez avoir des séances de travail spécifiquement liées à ça? C'est un sujet, votre traitement. Vous nous disiez que vous avez déjà commencé à suivre certaines personnalités et autres. Dans Fatalité Matin, par exemple. Est-ce que... D'abord, avant ça, on a fait parler pratiquement tous les représentants des différents partis. On a raconté des grandes unes. Aujourd'hui, on a préparé des équipes de campagne. J'étais même à une réunion dirigée par notre DGA juste avant de venir ici, parce que la campagne, pour nous, on doit faire l'ensemble des communes et couvrir dans le même respect s'il y a 4 candidats qui soient indépendants, quelle que soit la formation politique. Donc l'équité. L'équité pour nous. Pendant la période électorale, en tout cas. Voilà. Et vous, l'intelligent d'Alib Badjan? C'est la même chose. Il n'y a pas de disposition spéciale à prendre à notre niveau parce que en temps normal, de façon générale, on essaie d'être ouvert à tout le monde. Nous le serons encore pour cette élection, en donnant la parole à toutes les entités, et puis en le faisant aussi avec respect des uns et des autres, et aussi avec professionnalisme. Oui. Parce que souvent, les candidats tiennent des discours qui peuvent être forts et violents, comme on l'a dit, de part et d'autre. Est-ce qu'on va les relayer? Est-ce qu'on doit les relayer? On ne doit pas les relayer forcément, mais quelquefois, le relais... Parce que vous voyez, quand on ne relaie pas, ils pensent qu'il n'y a pas de témoins et puis ils continuent de les tenir. Et souvent, on nous reproche, nous, la presse, de relayer. Mais relayer, c'est montrer c'est à l'opinion publique pour que la réprobation de l'opinion publique puisse arriver aux politiques en question et qu'ils prennent conscience. Parce qu'on ne peut pas jouer le rôle de... Censeur? Censeur sans montrer. On ne peut pas jouer le rôle d'indique. C'est-à-dire, on prend les propos, on les enregistre, on envoie à la AK ou on envoie à l'ANP, on n'écrit pas, et puis on envoie à un organisme de régulation pour dire voici des propos tenus. Mais tant que des propos tenus n'ont pas été publiés, l'ANP ne régule pas, la AK ne régule pas. Et je ne sais pas s'il y a une instance de régulation qui est peut-être le procureur lui seul. Oui. C'est-à-dire, tu prends l'enregistrement et tu l'as donné au procureur, mais ce n'est pas le rôle des journalistes. Voilà. Dernier mot, rapidement. Il faut dire que chez nous... à Opéra News, Michel Pépé, que je salue au passage, d'autres patronnes, vraiment regardant sur tous ces éléments-là. Elle lui rappelle chaque fois à notre réunion hebdomadaire de faire en sorte que tous les candidats soient médiatisés au niveau de notre média. Et donc, nous veillons dessus. Média numérique, on précise en plus. Un média numérique, puisqu'on interagit avec les abonnés, les lecteurs. Et donc, il faut vraiment suivre à la lettre les commentaires qui sont faits. Et donc, nous regardons quand il y a des commentaires. Oui, quand il y a les commentaires qui violent vraiment... Vous supprimez. On supprime. Quand c'est discutoire. C'est vraiment compliqué. Et on est là, on veille. Au moment même, je vous parle, il y a certains collègues qui sont là, qui suivent, qui régulent. Donc, ce n'est pas une pression que pour les candidats, ni les populations. Ça l'est pour toute la collectivité, cet enjeu. Messieurs, je vous dis infiniment merci d'avoir pris part à ce débat et avoir respecté, en tout cas, je l'espère, les consignes. Bon, maintenant, vous savez, hein, on fait ce qu'on peut. Merci à vous tous de nous avoir servis. Merci aux équipes techniques et éditoriales qui m'ont aidé à préparer ce débat. À la réalisation, Awa Sawadogo. Excellente soirée à tous et bien sûr, restez sur RTI 1. Merci.